Retour de la pause, nous continuons maintenant avec le Mali. IBK après le coup d'État, le coup du cerveau. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est hospitalisé depuis dans une clinique privée de la capitale où il a été transporté le 1er septembre en fin de journée. Il a été transporté à la clinique Pasteur, un établissement privé de Bamako désormais sécurisé par les hommes du Comité national pour le salut du peuple. Selon les informations, il aurait été victime d'un malaise dont les symptômes rappellent ceux d'un accident vasculaire cérébral. Nutité Kroukou, à l'heure où nous parlons, les informations qui proviennent du Mali disent qu'il n'y a rien de grave. Ibeka devrait être libéré aujourd'hui. Il a passé tous ses examens. Mais vous avez là vraiment l'image d'un président qui est tombé le 18 août, donc il y a 2 semaines. Et on sent qu'à 75 ans, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui, côté santé, tenait la barque. Oui, tout à fait. La situation nous interpelle et puis nous amène à nous interroger. Tout de suite, dans la précédente question, il était question de voir ou bien de réfléchir sur la santé des chefs d'État africains. C'est aussi le cas malien et donc je pense que la journée d'aujourd'hui nous amène à comprendre que quelque part la légitimité de gouverner ne devait pas nous aveugler, surtout parce que notre corps c'est un engin comme le moteur ou je ne sais pas n'importe quel appareil et donc il a une durée de vie. Et donc, le corps humain aussi se désagrège. Et donc, quelles que soient nos compétences, quelle que soit la capacité que nous avons de donner le meilleur de nous-mêmes à notre nation, à notre pays, il va falloir le faire en calculant aussi le côté sanitaire. Et donc, à part ces volets de mon analyse, je voulais aussi aller sur un autre bond pour dire que, quelque part, moi, l'annonce de son malaise, en quelque sorte, m'avait un peu interpellé et je me suis posé des questions quant à savoir si c'est peut-être des antécédents liés à sa santé ou bien c'est juste lié à ces 2 semaines de trop de tapage psychologique dû au coup d'État et tout ce qu'il aurait pu traverser depuis que les nouveaux hommes forts du Mali l'avaient en quelque sorte délogé de la présidence et tout et tout. Il y a beaucoup dans ce côté psychologique qu'il faut prendre en compte surtout parce que parfois on peut ne pas avoir des antécédents cardiovasculaires, mais si on traverse une série de crises, une situation peut-être un peu désavouante et donc ça peut vous amener à faire une crise cardiaque ou bien un AVC cérébral. En tout cas, dans le cas d'IBK, ce qui est présenté, c'est que il suivait régulièrement des soins au niveau d'Abu Dhabi, me semble. Il y avait même un contrôle qui était programmé il y a 1 ou 2 mois qu'il a raté à cause de la situation. Tout à fait. Il y avait des antécédents et il était malade. Et non seulement ça, vous venez de le rappeler, il y avait un contrôle qu'il devait aller faire à Abu Dhabi. Mais à cause de la situation, n'a pas pu faire le déplacement et donc ajouter aux événements, aux récents événements, et le fait même d'être gardé dans un camp, est-ce que c'est dans des conditions appropriées, dans des conditions dont il est habitué. Donc il faut voir tout ça là. Et le côté psychologique aussi est très important parce qu'un président qui était avec ses gardes, qui comptait sur l'armée, et un beau matin, patatras, il y a eu changement de position. L'armée a rejoint la population et il se retrouvait seul. On est allé au palais, on l'a accueilli comme quelqu'un le dira, comme une poule. On l'a amené dans le camp. Donc vous comprenez que tout ça là, ça ne peut qu'affecter son état psychique et psychologique, bien évidemment, et pourquoi pas atteindre les organes avec les symptômes qu'il a présentés, qui s'apparentent aux symptômes d'un AVC. Donc, logiquement, le monsieur devait s'attendre à cela. Il était malade, mais comme il voulait sauver son fauteuil, il n'a pas pu faire le déplacement. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, les choses ne vont que s'empirer. Et voilà ce qui s'est passé. Finalement, on va dire que les militaires ont bien fait de le libérer tôt. Oui, je crois qu'Ibeka réalise aujourd'hui qu'il est devenu un homme ordinaire. Et puis, vous savez, ça peut également jouer sur le plan mental, sur le psychique
de tout homme. Et, vous savez, il arrive qu'à un moment donné, tu te dis, voilà quoi, tu te réalises, tu es devenu comme tout le monde, et puis bon, voilà, et ça peut aussi créer quelque chose en lui, mais sauf qu'on sait que l'homme, je ne vais pas dire un malade, mais il est souffrant. Ibeka est souffrant. Vous vous rappelez que d'ailleurs en 2016, il a subi une opération chirurgicale où, au niveau de la présidence, on parlait donc d'une tumeur bénigne. Voilà, ils savent utiliser donc les termes de ce pour masquer cela. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que le monsieur est souffrant, il doit se reposer. Et puis, si vous voyez un Ibeka d'il y a 4 ans, comparé physiquement, vous verrez que c'est quelqu'un qui est diminué. Physiquement, il est diminué. Donc, Ibeka, à un moment donné, il doit son salut. Donc, à ce coup d'État. À ce coup d'État, parce que il a maintenant le temps, il pourra se soigner et aller peut-être hors du territoire et passer autant de temps s'il le veut, parce que à l'époque vous avez vu que quand il était parti donc se soigner, il devait revenir parce que déjà l'opposition disait que il est souffrant, donc on doit le changer, tout ça. Donc à un moment donné il est obligé de revenir, pour dire voilà je suis là et tout, et c'est pratiquement le même schéma que nous avons vu avec Gon et Gon Coulibaly. Vous avez vu, c'est quelqu'un qui est souffrant, il doit prendre assez de temps pour se reposer et tout et se soigner. Mais comme du fait donc des affaires politiques, il doit revenir parce qu'il y a l'échéance qui approche. Il est revenu et quelques jours après, il est tombé. Ouais, donc à un moment donné, je crois qu'Ibeka, il doit son salut donc à ces militaires-là. Donc maintenant, on souhaite quand même qu'il se soigne bien. Et puis bon, qui passe encore beaucoup de vie avec le peuple malien et pour observer du moins la transition et comment est-ce que les choses vont se passer après lui, parce que la Téti est là et voilà. Même Moussa Traoré est là, donc on souhaite qu'il soit là également. Le problème, c'est que vous voulez placer un mot. Oui, non, sauf que il n'est pas libre comme on l'entend. C'est sur résidence surveillée. Même l'hôpital, la clinique Pasteur est bouclée par les éléments de Goïta. Donc ils sont là. Ah oui, donc voilà, c'est lui qui l'aurait voulu. Vous voyez un peu. Donc un président adulé qui était là, qui était libre de ses mouvements, qui donnait des consignes. Aujourd'hui, le voilà. Même souffrant, il y a des soldats qui sont là parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas encore la garantie. Il peut faire des déclarations à tout moment. Et il peut aussi partir. Et quand il part, vous voyez, il ne peut plus revenir. Alors, il y a des dossiers qui l'attendent. Les soldats ont réalisé qu'il y a quand même vraiment tout un bordel qui a été orchestré au cours de sa gestion, de sa gouvernance. Et donc, il doit répondre à certaines affaires. Il doit répondre. Il y a des dossiers qui l'attendent. Donc, vous voyez, donc... Moi, je me dis que ça doit aussi donner une leçon à certains chefs d'État qui sont dans leur palais et qui pensent qu'ils sont invulnérables, que rien ne peut leur arriver. Un beau matin, ça peut changer. Donc, de faire extrêmement attention. Alors, ici, il y a nécessité quand même pour la junte de le laisser partir, se soigner. Mais non, sinon, il a l'autorisation de partir. Il a l'autorisation. Je pense que c'est plutôt un coup de conscience humanitaire. Ouais. Et donc, nous sommes tous des humains et la santé n'a pas de prix, comme on le dit. Et d'ailleurs, vu tout ce que vous venez de dire sur le plateau, c'est ça qui m'a fait m'interpeller tout à l'heure, me poser la question de savoir si réellement ce sont les antécédents de son malaise seuls qui sont à la racine de sa crise, ou bien plutôt les traitements des 2 dernières semaines. Et nous voyons que c'est en quelque sorte un jumelage des deux. Tout à fait. C'est-à-dire il y avait déjà une santé fragile, mais il y a limitation de liberté, il y a absence de prestige. D'abord l'autorité, le pouvoir, tout ça a changé de camp. Et donc, quand nous analysons ce que les psychologues appellent l'équilibre psychique, je pense que son équilibre psychique a été ébranlé. Et donc, quand le mental est ébranlé, je pense que tout le corps tombe dans un désordre organisationnel et les métabolismes basal ne donnent plus ce que ça doit donner. Donc, c'est le cerveau qui reçoit le coup. Et donc, parler de nécessité de l'évacuer, peut-être, je pense que ce serait salutaire. Et bon, la junte peut craindre qu'il puisse, après ses soins, demander soit un asile ou bien chercher à refaire sa vie.
Mais aujourd'hui, je pense que les nouveaux hommes forts du Mali ne peuvent plus craindre quoi que ce soit de la part de IBK parce que ils ont leur situation en main. Ils sont en train de réécrire l'histoire d'un nouveau Mali. Et moi, je pense aujourd'hui, comme certains l'avaient dit, on ne peut pas qualifier ce coup d'État de coup d'État légitime ou de légal, mais le seul aspect qui réjouit le peuple malien, et moi, si j'étais malien, que je pouvais souligner, c'est la fin du bordel international qui se déroulait au Mali, surtout avec les belligérants, les puissances, parce que c'est vraiment un pays à gisement, le Mali, et la population souffre, mais on sait, on a vu entre-temps sur les réseaux sociaux, à travers certains médias, des cercueils que l'armée française faisait en quelque sorte rapatrier vers la France, comme quoi c'est des soldats français tombés sur le champ de bataille, alors que ces cercueils contenaient soit de l'uranium ou bien des lingots d'or. Et donc, franchement, le dossier malien, comme l'a dit tout à l'heure Ibrahim, cache beaucoup d'irrégularités. Et tout ça, la découverte de certains dossiers vraiment criards et alarmants par la junte qui a pris le pouvoir, c'est autant de choses qui peuvent mettre du bémol dans, en quelque sorte, la psychologie du président IBK et peut-être conduire à l'aggravation de sa situation. Voilà un peu ce que je peux dire. On peut dire quand même qu'aujourd'hui, IBK n'est plus en situation de nuisance à qui que ce soit. Pourquoi la junte maintient cette charpe-là sur lui? Oui, il faut regarder également du côté de la CEDEAO. Voilà, parce que vous avez vu que j'ai quelque part l'impression que c'est la CEDEAO qui a conduit Bétra dans cette situation-là. Parce que les propos tenus par certains dirigeants africains, quand ils ont fait donc, le déplacement donc, au Mali, je crois que c'est ces propos-là qui ont fait que la junte essaie quand même de verrouiller un peu les choses, hein, le temps que de l'autre côté aussi ça s'amenuise un peu avant d'ouvrir donc le van. Donc aujourd'hui, il faudrait nécessairement que IBK quitte le pays avant que eux aussi ne puissent avoir la plénitude donc du pouvoir. Parce que tant que IBK est là, c'est vrai qu'il a démissionné, c'est vrai que c'est lui-même qui a fait sa déclaration et tout. Mais nos chefs d'État sont tellement changeants qu'il suffit juste que IBK, peut-être sous le coup de l'AVC, il peut dire que non, et à un moment donné, je crois qu'il ne faudrait pas laisser le peuple malien, parce que le peuple malien me réclame, je peux revenir. C'est possible également. C'est pourquoi aujourd'hui, la junte donc, a du pain sur la planche, pour ne pas dire la planche sur le pain. Donc, la junte doit œuvrer à ce qu'au moins IBK puisse quitter le Mali. Parce que déjà, vous avez vu qu'ils disent que oui, bon, il peut quitter le pays et tout. Mais ça va également dans leur intérêt. Donc, IBK doit quitter avant que la junte, comme ça, la CEDEAO dira, bon, voilà, il est déjà hors du territoire. Bon, s'il fait des déclarations ailleurs, ça n'arrange que lui, parce qu'eux, ils sont déjà au pays. Donc, voilà, c'est pourquoi je dis que, bon, cette situation ne permet pas tout de suite à la junte donc, de le laisser libre de tous ses mouvements, parce que le chef d'État... Et surtout, je voulais ajouter à quelque chose à ce que dit Sylvestre, que la junte aussi est en train de jouer avec les déclarations de la CEDEAO, comme quoi la CEDEAO avait sommé la junte de réinstaller l'autorité et voilà le pouvoir de IBK. Et donc, étant donné que IBK est toujours dans le pays, on ne sait jamais, peut-être ce n'est pas l'armée dans sa plénitude qui s'est aligné derrière le coup d'État. Peut-être qu'il y a des gens qui ont gardé des non-dits. Voilà, et donc, si du jour au lendemain, IBK balançait dans les mains de certains qui sont toujours favorables à lui, je pense qu'une situation de renversement de pouvoir bis peut se reproduire. Et donc, c'est ça qui amène maintenant les nouveaux hommes forts du Mali à être très prudents et à essayer de verrouiller certaines portes pour que ça ne tourne pas dans cet angle-là. Et pour terminer, je voulais également dire que le Mali est un vaste pays, pour ne pas dire que c'est la somme de plusieurs pays. Et donc, les dossiers économiques aussi sont grands.
Et donc la junte, je pense que la plupart, c'est vrai, ils sont des militaires, mais certains sont des technocrates. Et donc, ils sont en train de fouiller des dossiers, ils sont en train sûrement de se préparer à voir comment assurer réellement la continuité de l'État. Et pour ce faire, sur certains dossiers vraiment sensibles, ils ont besoin de la collaboration fidèle, surtout de IBK, sur certains dossiers de renseignement et surtout des dossiers de transactions économiques avec tout ce qu'on a dit par rapport à l'uranium et autres là. Donc, voilà ce que... Est-ce qu'il n'est pas préférable aujourd'hui quand même d'arrêter ce qu'on peut qualifier de persécution sur IBK? Je me rappelle ce que disait l'imam Diko à propos de IBK. Après sa chute, il disait aux militaires, laissez mon grand frère tranquille. Non, mais il n'est pas inquiété, sauf que ce qui est observé aujourd'hui, c'est la résidence surveillée. Et puis on lui a confisqué ses moyens de communication. Oui, il y a beaucoup de ses proches qui ne sont plus à ses côtés. Tout à fait. Pour un papy, c'est pas supportable. Non, pour un premier temps, c'est pas prudent quand même de le laisser avec tous ses moyens. Parce que IBK peut prendre son smartphone, c'est une déclaration qui part comme ça, c'est fini. La situation peut devenir trouble là-bas. Donc les militaires, vous les connaissez. C'est des gens qui ont presque tout ce qu'il y a comme astuce en matière de sécurité, en matière de stratégie. Donc, ils savent où pincer IBK pour garder aussi leur autorité sur le pays. Et même, vous allez, je ne sais pas si vous avez eu l'information, lors des discussions même avec le médiateur de la CEDEAO, l'autre là, Goodluck Jonathan, mais on lui a demandé des garanties. Les militaires nous ont demandé des garanties. En tout cas par rapport à IBK, s'ils ont besoin de IBK, qu'IBK puisse revenir ou bien partout il est. La CEDEAO même s'est portée garante de leur amener lorsque le besoin se fera sentir. Donc, ça voudrait dire que... Non, on ne crée rien. C'est quelqu'un qui est au pouvoir, c'est quelqu'un qui est au pouvoir, c'est quelqu'un qui détient des dossiers, c'est quelqu'un qui est même sur certains chantiers, vous comprenez. Donc, si aujourd'hui, ils échappent à leur contrôle, c'est que c'est beaucoup de choses aussi, beaucoup de points du pouvoir qui va échapper aussi à leur contrôle. Donc, il va de soi qu'ils soient vraiment à leur côté, mieux gardés, bien sécurisés. Bon, par rapport aux autres mesures, je pense qu'il y a aujourd'hui une certaine souplesse qui est en train d'être remarquée. Il a pu me rejoindre sa maison, sa famille est plus ou moins en contact avec lui. Il est allé dans une clinique privée. Les militaires ne l'ont pas amené dans un établissement hospitalier où ils sont là-bas et c'est eux qui font les soins et tout ça là. Non, il a quand même, disons qu'il a retrouvé une certaine flexibilité. Quand vous prenez un peu Alioutine, le responsable des Nations Unies pour les droits de l'homme, il a eu à le dire. Donc, de le laisser, de lui donner certaines relaxations, de lui donner en tout cas certaines libertés, et qu'il puisse vivre normalement en tant qu'être humain. Mais sauf que c'est le rétablissement là, exigé par la CEDEAO là, qui empêche que les soldats puissent véritablement lâcher prise sur ces libertés. Même quoi qu'il en soit, il faut reconnaître qu'il est quand même libre de ces mouvements. Ah oui, de ces mouvements. Sinon, les militaires peuvent demander à ce qu'ils viennent à Kati et on demande aux médecins de venir le soigner là. Tout à fait. C'est également possible. Maintenant, s'il est dans une clinique privée, je crois qu'il est un peu libre, un peu libre de ces mouvements. Tout à fait. Voilà qui nous amène à la pause et on revient pour le dernier sujet.